Merci à tous et à toutes d'être venus pour cette discussion avec Nicolas Chardon. Nicolas Chardon qui a reçu le prix Philaf Galerie pour son livre Dance Square, à partir duquel nous allons commencer cette discussion pour aborder plus généralement son rapport à l'édition, à l'imprimé. Et je propose qu'on commence tout de suite parce que le programme est assez dense. Donc Nicolas, on va commencer par parler de Square Dance, qui est donc ce livre qui est un catalogue, mais qui travaille avec une esthétique, un parti pris très fort dans la façon de distribuer les images et les textes, avec une trame qui apparaît en permanence et qui fait aussi référence à la manière dont tu travailles la toile avec des tissus, des textiles que tu récupères, et avec une histoire de l'art, des formes et du carré en particulier, dont tu vas nous parler par rapport à ces partis pris. Oui, merci. Merci Henri, et merci à tout le monde d'être là. Je suis content parce que le public est jeune, et donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir. En effet, donc, ce livre, et c'est la raison, je crois, de l'invitation, effectivement, a reçu le prix Philaf Galeriste. Mais en fait, ce livre, en tout cas à l'époque, le projet du livre, m'avait déjà conduit à venir ici, il y a 2 ans, parce que avant même qu'il existe, j'avais, sur ce projet, disons, reçu le prix de la DAGP des monographies qui sont remises depuis quelque temps maintenant à l'occasion du Philaf. Donc du coup, c'est une histoire particulière que ce livre entretient d'une certaine façon avec le festival. Et en effet, bon, comme tu l'as dit, Henri, cette trame, en l'occurrence d'un damier qu'on retrouve de manière omniprésente et en même temps différente dans le livre, enfin sur lequel finalement le livre s'organise, et un écho à ma méthode de travail, et un écho évidemment aussi à plus largement une espèce une structure qui, au-delà de mon travail, effectivement tisse, si j'ose dire, des relations avec l'histoire de l'art, avec l'emploi des formes géométriques, mais qui aussi évidemment constitue une manière de travailler avec l'idée du livre, en ce que le livre lui-même est une trame composée de différents éléments. Les textes qui peuvent être de nature différente, c'est le cas dans ce livre, puisqu'il y a un texte pratiquement poétique, et puis d'autres textes qui s'apparentent plus à disons les genres de la monographie, un texte plus d'analyse, un texte plus biographique, etc. Mais aussi ce tramage se fait avec évidemment les natures, je dirais, différentes des images qu'on peut avoir à traiter quand on est artiste et qu'on nous demande, qu'on propose de transcrire son travail par des images, par des photographies en l'occurrence. En effet, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et on a pu faire défiler quelques images du livre. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont tu traites aussi le livre comme une surface d'exposition. Donc là, on voit le travail qu'il peut y avoir sur la tranche, sur les quatrièmes de couverture, jusqu'au colophon et jusqu'à la dernière image, enfin la quatrième, où on voit le studio le studio de graphisme qui presque co-signe le livre. En tout cas, c'est très important. On voit Firfunf qui apparaît juste en dessous de tes initiales. Et quand je parle du livre comme d'une surface d'exposition, c'est en effet, tu le dis, il y a différentes natures d'images, puisqu'on est toujours face à une image de l'œuvre, soit que l'œuvre ait été présentée dans un contexte d'exposition, donc dans ce cas c'est une vue d'exposition, ou alors c'est une vue de l'œuvre, mais c'est jamais l'œuvre en soi. Et cette grille permet de mettre sur le même plan, d'une certaine manière, ces différents formats d'images. Oui, en fait,
Tu soulignes effectivement la signature des graphistes, en l'occurrence le studio Firfünf, qui sont des graphistes allemands avec qui j'ai déjà travaillé, qui sont des amis et qui sont des gens avec qui j'ai travaillé déjà depuis plusieurs années. Disons que pas systématiquement, ce ne sont pas mes graphistes attitrés comme ça arrive parfois dans des duos artistes et graphistes, mais c'est des gens avec qui j'entretiens vraiment des relations de travail, je dirais, très approfondies. Et ils ont l'habitude de signer leur réalisation. Mais là, c'est vrai que, disons que par rapport à la question que tu posais en introduction, leur intervention a été très déterminante. Là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des essais, enfin des premières recherches lorsqu'on a commencé à travailler ensemble. Et évidemment, donc, il y avait de leur part une façon de regarder mon travail. C'est-à-dire que quand tu dis le livre est une surface d'exposition, je dirais que c'est aussi surtout une surface de dialogue et de regard sur le travail. Moi-même, le graphisme m'intéresse, mais je ne suis pas du tout graphiste. Même si on y reviendra sûrement un petit peu plus tard quand il s'agira de parler un peu de la maison d'édition. Mais là, en l'occurrence, il y avait vraiment pour moi le fait de me livrer, ou en tout cas de livrer les images dont je disposais. Le fait aussi qu'on était dans la perspective de faire une monographie, donc c'est un objet un peu particulier, justement, qui n'est pas un catalogue, et qui demandait d'opérer des sélections et peut-être d'avoir un peu de recul sur mon travail. Et ça, je l'ai clairement délégué à Achim Reichert et Marco Fiedler, qui sont les deux têtes de Firfünf. Et en fait, je peux raconter une anecdote. Pour arriver à cette idée de damier qui finit par vraiment structurer le livre, à tel point qu'à un moment donné, le damier organise la disposition des images dans la page. En fait, on avait déjà établi un peu ce principe. Et un beau jour, il m'envoie... j'étais à l'atelier et pour leur faire un clin d'œil, j'envoie une photo d'un livre que j'ai dans ma collection, qui est un livre un peu d'une sorte de collection de beaux livres de littérature qui date des années 70 et qui avait à l'époque reçu un prix de graphisme. C'est les éditions Walter Beckers en Belgique. Et cette collection, la couverture et l'ensemble de la collection est significativement une collection de couverture blanche avec une sorte de bandeau central de damier et qu'on retrouve à l'intérieur du livre aussi, en tout cas dans les pages de titres, etc. Et donc pour faire un clin d'œil à l'idée qu'ils avaient commencé à avoir, je leur envoie cette image et voilà, sans plus de commentaires. Et à ce moment-là, je m'aperçois de mon erreur quand je reçois en retour un SMS me disant « Nicolas, c'est pas possible, on va pas du tout pouvoir continuer, il faut qu'on arrête tout, il faut qu'on recommence tout. On peut pas faire une proposition si proche de quelque chose qui date des années 70. C'est-à-dire qu'eux étaient alors que je pensais juste... les encourager en quelque sorte, eux étaient vraiment vexés que je leur montre, et ce n'était pas mon intention bien entendu, mais que je leur montre qu'une idée comme ça avait déjà eu lieu. C'était d'ailleurs à l'époque une collection qui avait reçu un prix pour son graphisme. Et donc j'ai passé la journée à essayer de récupérer l'affaire et de les calmer et de les rassurer. Et tant et si bien que c'est à ce moment-là où, poussant leur idée, effectivement, ils ont dépassé le statut simplement ornemental, disons, de ce damier dans la page, pour qu'il devienne un élément structurant. Et ce qui, en fait, au final, correspond parfaitement à une espèce d'analogie entre ce qui se passe chez moi lorsque j'utilise mes figures, les figures de mes peintures et qu'elles sont présentes à la surface de la toile, structurées par le tissu, par la grille du tissu, et ce qui se passait tout d'un coup dans leur proposition graphique. Alors on a vu là différentes propositions, étapes.
Ce qui est intéressant, c'est à la fois, on a vu différentes itérations du damier, on voit aussi des essais d'écriture, des essais de police. Là, on en voit un avec ce Square Dance. Peut-être qu'on peut aussi parler un peu de la police qui a été faite et utilisée pour ce livre, qui est assez particulière. Oui, mais en fait, Firfuf est connu notamment pour dessiner ses propres caractères. Donc c'est principalement d'ailleurs, même si les choses ne sont pas réparties absolument comme ça, mais je crois que c'est plutôt Harim Reichert qui, dans le duo, s'occupe du design des polices. En fait, la police, à un moment donné, d'ailleurs, était un petit peu différente. Était une police comme une forme de police un peu moderne ou d'Helvetica, disons, chez qui on aurait poussé. Donc, c'est pas celles qui sont à l'écran, hein, c'est celles finalement qui servent de titre, voilà. Mais ça, c'est une autre. Celle qu'on voit à l'écran, c'est encore une autre étape. Mais disons qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qu'ils avaient appelé Chardon, je crois, et qui était une sorte de caractère moderne chez qui aurait poussé des pointes. Et ça, c'était assez intéressant, du coup, de relier quelque chose d'un peu presque informatique ou numérique avec quelque chose qui rappelait finalement des figures de l'Art Nouveau ou presque décoratifs, des arts décoratifs, quoi. Donc ça, ce qu'on voit, qui est un peu particulier, donc ce sont des vues qui n'apparaissent pas dans le catalogue au final, alors que c'était un des axes au départ du livre, ou une des possibilités au départ du livre, qui était de compiler les images des œuvres présentes chez les collectionneurs privés particuliers. En fait, bon, cette collection continue et c'est pas dit que ça donne lieu à un autre ouvrage un de ces jours. Finalement, ce qui est bien aussi avec ces images-là, c'est que ça nous permet de parler aussi de la façon dont tu envisages l'exposition, parce que ces toiles sont, là en l'occurrence, c'était très frappant, elles sont vraiment disposées en fonction de l'espace, et c'est quelque chose aussi auquel tu réfléchis beaucoup quand tu prépares une exposition. L'espace qui revient d'ailleurs dans certains autres catalogues qu'on pourra mentionner après. Bien sûr, et par extension, ce qui se rejoue ici donc chez les gens et ce qui se joue aussi avec le livre, c'est l'idée de vivre concrètement avec les peintures et de vivre aussi dans le sens où le livre est un usage. C'est un espace, comme on disait, mais c'est aussi un usage de la peinture. Au point que ce jeu d'aller-retour, comme on le voit sur ces images-là, est aussi défini par... ce jeu d'aller-retour définit des aspects, des conditions économiques du livre, et du livre entendu aussi comme montage financier, parce qu'il faut bien payer un livre. Donc j'ai évoqué la bourse monographie de la DHGP que j'avais reçue, qui a aidé fortement à faire le livre, mais aussi, et évidemment, ça passe aussi par une réflexion pas seulement liée à des subventions, mais aussi, en tout cas pour moi, à mon engagement propre, tant et si bien que les petits tableaux qu'on voit, qui sont des tableaux qui font 10 cm par 10, sont des choses que je fais parfois pour financer les livres, qui sont vendus comme des éditions, alors que ce sont des tableaux tout à fait originaux, mais qui sont vendus comme une souscription en quelque sorte pour réaliser les publications. Et celui-là n'a pas fait de différence par rapport aux autres livres que j'ai pu faire. Et donc le livre était accompagné de, je crois, 30 petits tableaux que les gens pouvaient acheter pour soutenir la production du livre. Et ce qu'on voit à droite,
c'est un peu une extension, c'est toujours la même idée, un peu une extension aussi. C'est une sérigraphie que les Firfumf ont produit comme une suite du travail qu'on avait fait ensemble. Enfin, comme une suite, et en même temps, c'était d'ailleurs un peu avant, mais enfin, les choses ne vont pas toujours à la vitesse qu'on aimerait. Donc voilà, on entre dans Nicolas Chardon Construction, donc cette sérigraphie dont tu parlais. Et puis on va justement aussi aller dans tout ce qui a accompagné ce travail d'édition, et notamment cette invitation qui t'a été faite pour un commissariat de René-Auguste Dormeuil sur la page manquante. Donc l'idée, c'était de te demander, et donc là on voit aussi le livre Walter Bakers dont tu parlais, auquel tu as rajouté des coupons de textile avec l'idée de proposer la page manquante, mais peut-être que tu peux justement détailler un peu plus cette intervention. Oui, en fait, d'après moi, c'est sans doute un travail un peu marginal, ce que j'ai fait là, mais c'est quelque chose qui permet de faire le lien entre Square Dance, le projet de Square Dance, et l'ensemble de mon travail avec les livres, et notamment avec une forme comme ça, modeste, disons, de pratique du livre d'artiste. Et donc là, en effet, c'était une réponse à une invitation de René-Auguste Dormeuil, où il demandait à des artistes, et pas seulement d'ailleurs, je crois, des critiques aussi, de proposer une intervention dans un livre existant. Et c'était au moment où je venais de finir le livre Square Dance. Et donc j'ai pensé à cette histoire que je vous ai racontée tout à l'heure avec les graphistes. Et donc je me suis dit, servons-nous de ce livre-là comme un support, comme un objet en l'occurrence, et qui devient aussi un peu le support d'une sorte d'échantillon de tissus, qui sont d'ailleurs en même temps aussi des chutes, et donc qui forment une espèce d'objet un peu bâtard, comme un livre un peu rempli de marque-pages qui rendent le livre impossible à lire. Et là, on arrive justement, on parle du rapport au graphisme que tu as, à d'autres expériences, que tu as pu avoir, et notamment avec le CAC Bretigny. Je te laisse peut-être aussi justement introduire cette façon dont ce graphisme-là constitue une réponse, ou en tout cas un élément de dialogue. En effet, et l'image de la page précédente, on voyait ce garçon qui pose devant un de mes tableaux. C'est aussi pour introduire une dimension du travail de Firfumf qui, tout à l'heure on parlait de la question de l'usage, ce ne sont pas seulement des graphistes qui font des livres ou des affiches ou des sites internet, mais ils ont aussi un travail qui aborde la question de la mode ou de la photo de mode, et notamment à travers un magazine qui s'appelle Fairy Tail, dont ils assurent la direction artistique et qui publient. Et là, en fait, c'était lors de ma dernière expo l'année dernière à la galerie Jean Broglie, où ils avaient fait un shooting dans l'exposition. Donc ça, c'est une image du magazine. Et ensuite, en effet, ce qu'on voyait, ce sont des affiches, enfin les deux affiches de gauche sont des affiches de la communication dont ils ont assuré la direction artistique pendant assez longtemps du CAC Bretigny. Et puis à droite, c'est une affiche d'une expo de Karina Biche au FRAC Aquitaine, auquel ils étaient associés également. Donc c'est aussi pour montrer leur engagement depuis longtemps dans un travail associé à l'art et à la mode. Et aussi évidemment qui figurent comme des compagnons de longue date. Je les avais d'ailleurs rencontrés à travers ou à cause ou grâce, je ne sais pas comment dire, à travers le tout premier catalogue que j'avais fait, qui était publié par les éditions Revolver en Allemagne. Et comme ils sont allemands, ils connaissaient ce livre, et ils étaient tombés dessus. Et en fait, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, ils connaissaient déjà mon travail à travers mon premier livre. Et ça, à droite, c'est un autre livre que nous avions fait ensemble, qui est un livre plus petit, plus simple,
autour d'une série qui s'appelle Scénario, et qui en fait, ce livre raconte en quelque sorte la naissance ou l'origine de mon travail à travers l'expérience du spectacle Scénario de Merce Cunningham avec les costumes qu'on voit ici de Rei Kawakubo. Et puis l'affiche de mon exposition au CAC Bretigny en 2007 qu'ils avaient réalisé aussi. Merci. Oui, donc tout à l'heure je parlais de la façon dont tu mettais tes peintures en espace, dont elles venaient travailler l'espace d'exposition. Là, on a en l'occurrence des tableaux qui sont donc dans l'espace public et en même temps qui nous parviennent dans une photo. Enfin, on est encore dans cette idée-là dont je parlais tout à l'heure, et qui est en fait d'autant plus visible là dans les autres éditions où on voit les éléments de la salle d'exposition. On a vraiment conscience du contexte d'exposition et il me semble que c'est très important pour toi, pour ta manière d'affirmer que voilà, l'œuvre qu'on voit, enfin, là on la voit de biais d'ailleurs, ce qui est assez rare. Enfin, dans la façon de présenter une œuvre dans un catalogue, il y a quand même des codes qui sont relativement figés et il me semble que tu les interroges souvent, soit en mettant des personnages, là c'est pas le cas, mais on voit souvent des personnages dans des vues d'exposition. Enfin, parfois on voit aussi les vues de choses qu'on cherche habituellement à cacher, les extincteurs. Enfin, tu as une approche de l'espace d'exposition qui ne cherche pas à cacher ce qui n'est pas la peinture. Oui, mais enfin, sans doute que c'est lié à ma peinture elle-même. C'est-à-dire que d'un point de vue très explicite, le fait de voir la tranche dans le cas de ma peinture, et comme on le voit sur la première image, effectivement, nous met, nous spectateurs, disons, dans une position de faire un pas de côté. Et ce pas de côté ouvre un champ qui, en effet, permet d'échapper à la relation frontale de l'œuvre et du spectateur, et permet du coup d'englober une forme de hors-champ, et c'est sans doute ce dont tu parles quand tu dis, voilà, on voit les sols. Mais c'est tout simplement parce qu'aussi la tranche de mes peintures est une clé fondamentale pour comprendre et faire l'expérience de ma peinture. Or, en photo, à moins de le prendre de biais, on loupe une bonne partie des informations. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours, en effet, privilégié, ou disons majoritairement privilégié, des vues dans l'espace, parce que finalement, cette tranche, c'est un cadre, au sens d'un encadrement, mais c'est surtout le cadre du développement de ma peinture. Et donc, le retranscrire en photo, dans les vues d'exposition ou même dans des reproductions simples d'une œuvre, d'un tableau, passe par trouver des stratagèmes qui sont pas, d'ailleurs, souvent pas très compliqués, mais qui effectivement me font déjouer en quelque sorte le canon habituel de la reproduction d'une œuvre picturale. Alors, dans l'édition qu'on voit, il y a aussi on voit il y a un jeu de transparence qui apparaît même à l'écran, et il y a un travail de cadre, comme tu le disais, de décentrement, où on voit les images, la place des images qui arrivent, la place des images qui disparaissent, et puis surtout des textes en drapeau qui sont assez ferrés, qui ont des places très, très pensées. Est-ce que tu peux parler de la place justement qui est accordée au texte ? Oui, là c'est peut-être encore plus manifeste qu'effectivement dans les autres livres que j'ai pu faire. Et c'était très... là encore, ça vient du contexte de ce livre et de la réflexion qu'on a eue avec le graphiste qui, pour ce livre-là, est un graphiste qui s'appelle Jean-Marie Courant et qui signe sous le nom de Régular, en tout cas à l'époque. Et en fait, ce livre a été produit dans un contexte un peu différent, puisqu'en fait j'étais invité dans le premier programme de recherche de l'École des Beaux-Arts de Nantes, donc c'était en 2007, 2006-2007,
En même temps, en quelque sorte, que l'exposition à Bretigny, dont les images, les reproductions servent de couverture au livre. Et là, pour le coup, disons, la dimension de recherche est pratiquement dimension de recherche en histoire de l'art, même si ce n'était pas un travail proprement universitaire que j'ai fait au sein de ce programme de recherche. Mais disons que j'ai joué ce jeu-là. Le livre s'appelle d'ailleurs La Recherche. Et en fait, les textes sont des extraits de textes historiques, disons d'écrits d'artistes ou d'historiens ou de théoriciens sur l'art, qui peuvent être lus comme à la fois des commentaires, ou quelquefois même, paraître complètement opposés à ce qui se passe dans l'image. Et donc c'est un jeu de frottement et de distance avec, disons, le récit moderniste tel qu'il s'est raconté à travers les publications, les écrits, et en quelque sorte ce que j'en faisais avec ma peinture à ce moment-là. Et la compilation de textes avait été faite par Alexandre Beaune, qui dirige maintenant le FRAC Poitou-Charentes, mais qui à l'époque travaillait au Luxembourg, et c'était dans le cadre d'une exposition que j'avais fait au Luxembourg que Alexandre avait fait cette espèce de medley historique et l'avait confronté à mon travail à l'occasion d'une conférence. Donc c'était une reprise d'un travail que je n'ai pas fait. Enfin, c'était Alexandre Beaune. Et là, on voit aussi une autre publication qui évoque celle-là, et également faite par Jean-Marie Courant. Voilà, donc là on voit In and Out, donc on voit les premières et quatrièmes de couverture présentées par Karine Habiche. Ce que je trouve intéressant aussi, et pour redire quelques mots aussi de la façon dont tu travailles avec cette histoire de l'art moderniste, parce qu'on voyait des images qui rejouaient voilà, la façon dont Malevich va placer un tableau entre deux murs, la façon dont Lissitzky va jouer avec l'espace. Enfin, ça, c'était des choses qui apparaissaient aussi visuellement. Enfin, il y a un peu un jeu qui apparaît par cette image-là. Et dans ce livre-là, il y a un système graphique qui permet à des images de glisser. Enfin, c'est comme si on avait une planche d'images et en fonction voilà, je pense on la voit malheureusement pas assez, mais je pense que tu peux nous parler davantage peut-être de ce système. Oui, là encore pour ce livre, la question est une question qui paraît simple et un peu tarte à la crème. C'est effectivement la question de la relation entre le texte et l'image. Et là, on avait pris le parti d'intégrer en fait des sortes de notes comme des numéros. En fait, en l'occurrence, ce sont des lettres de renvoi provenant du texte. Et formant la planche d'image, en quelque sorte. Tant et si bien qu'avec un même jeu d'images, les images, comme on le voit, enfin, les renvois, en fait, pointent des moments du texte, puis renvoient à une position des images dans la planche d'image, qui paraît en fait complètement désorganisée. Il y a des demi-images, des images qui sortent de la page, et en répartissant tout ça habilement aussi en fonction puisque c'est un livre qui est en français et en anglais, donc suivant aussi la répartition des notes dans le texte français et ou anglais, on finit par avoir un corpus d'images complet et qui correspond à ce que je voulais faire, mais qui paraît être aléatoire. Donc en fait, ça ne l'est pas tout à fait, mais effectivement, en tout cas, c'est un peu malmené, disons, et c'est le texte qui semble commander là où sont les images. Et dans cette relation texte-image, oui, il y avait à la fois cette relation un peu historique qui était davantage claire dans le précédent avec des citations très explicites. Là, on revient à cette idée des figures, des tables presque d'histoire de l'art ou d'encyclopédie, où finalement les images, pour des raisons économiques, étaient groupées à certains endroits du livre, à la fin, au milieu, et où les planches, voilà, cette forme de planche. Donc on est aussi sur cette histoire du livre, en fait, et pas seulement l'histoire de l'art.
Et ce que je trouvais assez intéressant, pardon, c'était... mince, j'ai perdu ma phrase. Oui, c'était la façon dont, dans ce travail assez sérieux avec le texte, vient se créer un jeu, à la fois un jeu comme un espace de décalage, mais aussi un jeu au sens ludique, au sens voilà, du jeu. Oui, tout à fait, au point que, peut-être qu'il n'y a pas besoin du micro, je ne sais pas, au point que, à un moment donné, les lettres qui forment les renvois d'images composent une sorte de poème, enfin je ne sais même pas si c'est un poème, enfin de liste de lettres absurdes et qui reviennent à l'intérieur de la quatrième de couve. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas sur les photos, mais ça forme une espèce de code qui est un peu comme un code secret et qui est effectivement le code qui organise la relation entre les images et le texte. Et là, on voit le premier livre qu'on avait fait ensemble avec Jean-Marie Courant, qui était donc ce fameux livre édité chez Revolver, c'était en 2004-2005, et qui était un peu qui est aussi un peu à l'origine de mon... disons qui est le premier vrai livre que j'ai fait et qui était un peu à l'origine de mon travail, enfin au départ du travail, justement en collaboration avec des graphistes et à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec un livre. Ça, ce sont des exemples de production que faisait Jean-Marie Courant à l'époque, et c'est comme ça que je l'ai connu. Enfin, je l'ai connu graphiste chez Multitude, ou bien il a beaucoup travaillé pour le monde de la musique à l'époque aussi. Et donc il a fait ce disque très connu de Christophe, mais aussi beaucoup d'autres. Et en fait, j'ai pensé apporter ça parce que c'est des choses très connues là aussi de Christopher Wool, et c'était la manière dont on s'est rencontré avec Jean-Marie Courant, c'était parce que j'avais l'opportunité de faire un catalogue en fait au départ, et on a fait bien plus qu'un catalogue. Et la première fois donc où on s'est vu, on avait des amis en commun, mais enfin on ne se connaissait pas, et je lui ai dit ben voilà, j'aimerais qu'on travaille ensemble, et je lui ai amené ce livre de Christopher Wool, qui est un ouvrage fantastique, et donc c'était un peu le point de départ, et je crois qu'il le connaissait, et c'était un peu le début d'un échange aussi sur comment on peut faire un livre sur la peinture, quoi. Merci. Et donc avec cette réflexion, voilà, on a parlé un peu du rapport au graphisme que tu pouvais avoir, on va encore aborder d'autres personnalités. Et le graphisme n'est pas que sur les livres, il se déploie aussi sur d'autres formats qui sont ceux qui jouent avec l'affiche ou qui jouent avec le carton d'invitation. Et là, en l'occurrence, on a quelques exemples avec différentes expressions, tempo, alter-moderniste. Donc, ce sont à la fois des éléments qui jouent avec la police, encore une fois, qui jouent avec l'espace, la répartition des images dans l'espace et le rapport texte-image. Oui, ça en fait c'est des exemples de choses que j'ai fait, que je continue d'ailleurs à faire, mais disons que là c'est des archives d'expositions au tout début des années 2000, ou de documents comme on le voit ici à droite, qui sont à la fois, c'est à la fois mes archives, mais c'est vrai que c'était toujours une manière de manipuler quelque chose à côté de la peinture, mais qui évidemment informe, comme tu l'as dit, à plein d'endroits sur ce qui se passe dans cette manière de regarder les choses de côté, quoi, et comment effectivement ce pas de côté élargit le champ, quoi, et effectivement au champ du graphisme, du carton d'invitation, du document sur la peinture. Oui, et puis il y a une revendication de la technique qui est laissée apparente avec
des moyens qui sont des moyens très réduits. Là, on revient aussi sur cette question d'économie qui me semble est toujours présente. Là, sur ce livret que tu as introduit, on voit très clairement qu'il s'agit de photocopie avec le jeu de gris, d'imperfections qui apparaissent et la spirale. Enfin, c'est les moyens pour faire un livre qui sont les moyens les plus économiques, des moyens avec lesquels tu joues encore une fois pour faire des éditions qui sont aussi des vues d'atelier en l'occurrence, une vue de collection. Et peut-être que tu veux en parler un peu plus justement sur cette reconnaissance des moyens techniques que tu utilises. Ouais, en fait, ça a à voir, je pense, avec un peu enfin déjà, ça a à voir avec mon rapport au graphisme aussi. Enfin là, tout à l'heure, je parlais de studios de graphisme professionnels avec qui je travaille, mais du coup, c'est quand même un domaine qui m'intéresse, bien entendu, mais revendiquant de ne pas être moi-même graphiste, je préfère m'en tenir à ce moment-là aux outils les plus communs et les plus disponibles, utilisés et utilisables par tout le monde, c'est-à-dire en gros les outils de bureautique vraiment basiques. Donc lorsque je vais... Et alors, bon, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, j'en étais peut-être moins conscient qu'aujourd'hui lorsque je le revendique pratiquement. Par exemple, de faire du graphisme sur Word. Des mises en page sur Word. Donc ça, c'est des choses qui font à la fois rire mes amis graphistes, mais en même temps où je leur signifie par là que je ne vais pas aller sur leur terrain, je ne vais pas faire semblant d'être graphiste, et en même temps, j'aime beaucoup cette contrainte. Peut-être qu'elle est proche de celle que je m'impose dans ma peinture. Et à la fois, c'est une contrainte, alors bien sûr économique, mais c'est aussi une contrainte qui conditionne ma lecture, mon rapport au monde, et puis le rapport même à l'idée de livre d'artiste. C'est-à-dire que j'aime pas beaucoup l'idée, quand on dit qu'un livre d'artiste, on imagine tout de suite nécessairement un truc relié avec du cuir très rare et des gravures extrêmement fines, alors que finalement mon histoire et mon rapport au livre d'artiste et à l'histoire de l'art que j'aime, et en particulier l'art qui me nourrit beaucoup, qui est aussi celui des années 60 ou 70, de l'art conceptuel et disons d'une forme d'esthétique, d'esthétique de l'administration, qui moi me plaît beaucoup, mais même me plaît au sens matériel, comme le fait là d'agrafer. Donc l'édition en fait était donc au départ un livre où les pages sont agrafées les unes aux autres, puis ensuite refotocopiées, et donc les agrafes sont là à titre d'image en fait. Ça c'est une édition de 2007 à la galerie Van Gelder aux Pays-Bas. Alors tu l'as dit, tu revendiques une esthétique du livre d'artiste qui est aussi, je pense, on peut le dire, proche du fanzine. Enfin, il y a cette notion-là qui apparaît, et là c'est d'autant plus vrai avec ce livre, The Beer, the Square and the Emphasis, qui vient encore d'un dialogue avec un artiste, donc c'est vraiment un jeu de dialogue. Donc tu peux peut-être resituer un peu justement le contexte. Oui, en fait, ça c'est une histoire. Donc en effet, il y a des livres qu'on fait parce qu'on a les moyens d'en faire, et parce que tout d'un coup il y a une nécessité, je dirais même du travail. Lorsque j'ai eu l'occasion de faire Square Dance, c'était aussi parce que j'avais postulé, parce que j'avais envie et sans doute besoin de faire un point, de réaliser justement une monographie avec tout ce que ça comporte comme enjeu artistique, mais il y a aussi des fois des livres ou des publications, disons, qui rentrent dans quelque chose de plus spontané ou de plus gratuit en quelque sorte, y compris vis-à-vis du travail, et qui permettent des fois d'aller à des endroits tout à fait inattendus. Et c'est le cas donc de ce livre qui est un peu une sorte d'ovni, à vrai dire, puisqu'on y voit ces images d'ours
dans des postures humaines, donc un ours qui mange un gâteau, enfin qui va souffler ses bougies d'anniversaire, un ours qui, je ne sais plus, qui est assis sur un lit, qui fait de la musique, etc. Et en fait, cette collection d'images d'ours qui sont commentées par des phrases assez énigmatiques, c'est le fruit d'un échange avec Kaysan Gelder, qui est justement donc ce graphiste hollandais, qui est aussi un grand amateur et un immense collectionneur de multiples et de livres d'artistes. Et donc c'est venu d'un échange un peu sans but au départ par email. Et puis au bout du compte, on a fini par... j'ai fait, à vrai dire, ce petit livre et je lui dis, ben voilà, ça donne un livre, ce qu'on s'est raconté. Et donc là, le livre vraiment est un grand écart par rapport à l'idée du livre d'artiste, puisque dans le fond, c'est, comme tu l'as dit, une sorte de fanzine un peu, qui relève vraiment de l'esthétique du fanzine, avec ses photos en noir et blanc, agrafées, couverture souple, mais recèle à l'intérieur un dessin original qu'on voit ici à gauche, et plus un autre dessin qui est l'annotation manuelle, où j'ai dessiné un ours supplémentaire qui est allongé, voilà. Et donc évidemment, là, tous les ours sont différents et chacun des 30 exemplaires est absolument unique. Merci. Et donc oui, ce livre, cette édition fait partie des éditions que tu fais avec Connoisseur, qui est une maison que tu as fondée avec Karine Habiche, dont tu peux peut-être aussi nous donner quelques mots, puisque c'est à la fois une maison d'édition qui s'est fondée autour d'une monographie de Karina et qui ensuite t'a permis de publier des livres, mais a permis aussi à d'autres peintres qui font partie de vos relations d'avancer. Et donc il y a aussi la notion de communauté qui arrive par le livre. Ouais, disons que la notion de communauté existait sans doute déjà avant qu'on fonde cette maison d'édition et qu'on a monté en fait pour des raisons très pragmatiques. C'est que ça fait plusieurs années que Karina, comme moi, travaillons avec un peu un même groupe de gens. On retrouve des gens que j'ai cités tout à l'heure, donc les Firfunf ou bien Jean-Marie Courant, la maison d'édition Hit que Jean-Marie avait fondée avec Yann Châtaignier il y a plusieurs années, et avec qui moi j'ai publié pas mal de livres, parmi ceux qu'on a vus là, La Recherche ou In and Out. Là, par exemple, le livre qu'on voit à l'écran et les pages précédentes, c'est le travail d'un graphiste qui s'appelle Adriaan Mellegers, qui est aussi un graphiste néerlandais, et qui est finalement, je dirais presque par la force des choses, est devenu en effet le graphiste officiel, en quelque sorte, du projet There is a Love Affair Between the White Cube and the Black Square, qui a comporté plusieurs occurrences, notamment une exposition au Musée des Beaux-Arts de Nantes, une exposition en Allemagne qui avait permis de faire le catalogue un peu général, et la toute première expo pour laquelle on avait pu faire une sorte de journal, qui sont là encore les images qu'on voyait tout à l'heure, et qui en fait avait démarré ce travail de collaboration avec Adriaan. Par exemple, ce qui nous convenait, qui nous convient toujours dans le travail d'Adriaan, c'est une espèce de désinvolture à la fois désinvolte et très puissant et très décidé. Et c'est cette espèce de contradiction qui rend pour nous les choses très efficaces et qui fait qu'effectivement on l'a embarqué dans notre prochain projet éditorial dans lequel on est associés tous les deux, qui sera le catalogue de notre expo commune au Macval, qui va ouvrir en mars prochain. Et qui s'appelle Modern Lovers. Donc là, les images qu'on va voir sont des images de travail, de réflexion
pour l'expo, pour le catalogue et tout ça. Mais c'est vrai que là encore, c'est Adriane qui va devoir travailler avec nous. Voilà, donc on voit effectivement des images qui laissent imaginer voilà, encore un travail autour de l'histoire du modernisme, mais aussi de leur popularisation, de leur arrivée dans leur sécularisation, aussi bien dans la musique que dans la mode. Et là, on revient aussi à ce qui fait l'originalité de Firfunf qui va travailler sur des défilés. Et peut-être que ça peut t'amener à dire quelques mots de cette future exposition que vous allez concevoir, sur laquelle vous travaillez. En fait, ça rejoint... la difficulté, c'est qu'on n'a pas choisi d'exposer ensemble. Le MACVAL nous a invités ensemble. Et ce qui est bien sûr très bien, mais qui nous... là, on voyait cette image, c'était au Musée des Beaux-Arts de Nantes, avec ce cœur pixelisé qui était devenu un peu comme un logo du cycle d'exposition des Réseaux Love Affaires, et qui a été dessiné par Adriane, justement pour le carton en fait, de la toute première exposition qui avait eu lieu à Utrecht. Mais en fait, oui, l'invitation du MACVAL, d'une certaine façon, nous a conduit à aller vers ce qu'on va développer, c'est-à-dire que on n'a pas été invité justement pour le cycle des Love Affaires qui est clos dans la forme qu'il a connue autour des années, disons entre 2006 et 2011. Mais comme deux artistes individuels, sachant qu'on est aussi un couple à la ville, donc finalement on s'est posé la question, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est l'atelier, c'est la maison, et pour finir c'est le musée. Et donc le projet Modern Lovers tente de négocier avec ces aspects-là de notre travail, mais aussi de la perspective que ça produit pour voir notre travail. Et je dirais que ça nous ramène à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait la question de l'usage, quoi. C'est vivre avec, donc dans tous les sens qu'on peut imaginer. Eh bien, merci Nicolas. On arrive presque à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous auriez des questions à poser à Nicolas par rapport à ce qu'on a pu, voilà, à ce petit panorama, ce petit tour qu'on a pu aborder? Oui. Si j'ai bien entendu, vous travaillez avec plusieurs graphistes d'origine hollandaise. Oui. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou il y a besoin à ça? Ils viennent d'une même école? Non, ils viennent pas d'une... non, à vrai dire, je ne sais pas s'ils viennent d'une même école ou pas, je ne crois pas, bien que, évidemment, les Pays-Bas sont une terre de graphisme très riche. Alors ça vient sans doute aussi du fait que Carina Bisch était en résidence à la Rijksacademie dans les années entre 2006 et 2008, et qu'à ce moment-là, on a rencontré notamment Adriaan Melgers, on l'a connu comme ça, mais par exemple Experimental Jet Set, je crois qu'on les a connus dans une exposition de groupe où on exposait, et eux aussi avaient une production, n'avaient pas travaillé sur le catalogue. Le catalogue, c'était Jean-Marie Courant d'ailleurs qui l'avait fait, mais Experimental Jet Set était partie prenante du projet de l'exposition. Donc c'est aussi un peu à la fois, je pense que ça vient des questions que ces graphistes-là en particulier ont souhaité aborder dans leur travail, et qui sont proches finalement de nos réflexions, des miennes et de Carina. Mais non, en fait, je ne vais pas en dire plus, mais voilà. Après, il y a peut-être quelque chose sur lequel on peut revenir, qu'on a un peu évoqué, mais que je trouve particulièrement intéressant, c'est la façon dont le livre d'art est conçu aussi comme
un multiple et une œuvre d'art à part entière. Et ça, le livre est une œuvre à part entière. Ça me semble être important de resituer ça dans ton parcours et dans ta démarche. Oui, en fait, 12 non, je crois que ça va, vous m'entendez ? En fait, c'est vrai que c'est important, par exemple pour la maison d'édition que nous avons montée, donc Connoisseur, il y a vraiment l'idée de, sans fétichisme particulier, mais quand même, de jouer avec ce qui, moi, par exemple, m'intéresse en tant que simple même collectionneur, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus d'intérêt pour un fascicule de 4 pages publié par une galerie il y a 40 ans que pour la grosse monographie officielle de l'artiste qui va être soi-disant le livre de référence, alors que pour moi souvent c'est des choses qui se jouent un peu aussi à la marge dans les productions éditoriales qui sont les plus intéressantes parce que c'est justement celles qui peut-être qui ont qui sont des livres qui servent à quelque chose à un moment donné. Et donc du coup c'est vrai qu'on est attentif à ça lorsqu'on fait des livres avec Connoisseur et à trouver, on essaie toujours avec les artistes qu'on invite de trouver des solutions où on se à vrai dire on se méfie de ne pas faire trop bien les choses presque. Ou de trouver des solutions qui, en tout cas, permettent d'entretenir une idée de modestie, sans qu'elle soit fausse, mais en tout cas de modestie et d'efficacité, à la fois graphique et économique, évidemment. Mais ça veut dire aussi qu'en effet, idéalement pour nous, chacun des livres, et souvent d'ailleurs c'est des choses qu'on fait en très peu d'exemplaires, sont des livres qui sont presque tous uniques ou qui trouvent une forme d'unicité à travers des interventions manuelles des artistes. Très bien. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clore cette discussion. Merci d'être venu. Merci. Merci.